Bonjour à vous tous et merci d'être venus et d'être ponctuels. On organise aujourd'hui la 4e édition des rencontres patrimoniales du particulier. C'est la 3e fois qu'on se retrouve dans cette salle. Je vais vous donner quelques mots sur le déroulé de la journée. Vous avez tous eu le programme, normalement, mais je vais quand même vous en redire un petit mot. Oui, je ne me suis pas présenté, je suis Frédéric Durand-Bazin, le rédacteur en chef du magazine. Donc on débute ce matin avec une première conférence, une conférence d'actualité sur quelques impacts patrimoniaux des réformes Macron. Donc on va aborder les problématiques liées à la transformation de l'ISF en IFI, la nouvelle fiscalité des produits de placement. On va parler un petit peu aussi de prélèvement à la source. Donc tout ça va nous mener jusqu'à 10h15 à peu près. Après, vous aurez une demi-heure pour aller faire un tour auprès de nos exposants. Il y a une petite vingtaine de stands, et vous pourrez discuter avec chacun d'entre eux. Ensuite, à 10h45, il y a 2 ateliers thématiques qui vont se tenir en même temps. Un dans cette salle et un dans la salle qui est à cet étage, mais au fond à droite. Donc vous aurez la première conférence qui concernera la fiscalité, enfin bien utiliser la fiscalité pour une transmission réussie, qui serait organisée par les petits frères des pauvres, et doper son rendement locatif sans souci de gestion et avec une fiscalité avantageuse, qui se tiendra dans cette salle. Donc tout ça nous mène jusqu'à 11h30. Pareil, encore une demi-heure de battement, et à midi, vous aurez la conférence Succession, qui sera animée par Frédéric Schmidiger, qui travaille aussi pour le magazine. Anticiper et préparer sa succession. Midi 12h30, parallèlement, vous aurez également un atelier thématique avec la Société Générale sur les nouveaux supports d'investissement. Et tout ça vous mènera jusqu'à 12h30 où vous pourrez aller prendre une collation où vous souhaitez. Vous reviendrez ici à l'heure, à 13h45. Conférence immobilier sur la pierre est-elle toujours une valeur refuge en matière d'investissement, qui sera animée par Catherine Schmidiger, qui est la rédactrice en chef du particulier immobilier. 15h15, 2 ateliers thématiques. Un premier sur les donations, succession, assurance vie, comment aider vos proches et réussir votre transmission, animé par notre partenaire Carac. Et à 16h30, un éclairage sur les SCPI les plus performantes du marché, animé par notre partenaire Corum, qui se tiendront toutes les 2 dans cet amphithéâtre. Et enfin, à 17h30, pour les plus courageux d'entre vous, comment gérer son épargne de manière dynamique, conférence que j'animerai également avec 4 autres partenaires. Donc on va débuter immédiatement la première conférence donc sur les réformes Macron. Et je vous demande d'accueillir dans un premier temps Jean-Paul Raymond, fondateur de Cantalis et d'investisseurs privés. Vous pouvez l'applaudir, ça va l'encourager. Monsieur Raymond, bonjour. Franck Jean Didier, président d'Espace LMNP. Monsieur Jean Didier, bonjour. Et Daniel Bruno, le directeur de la recherche de fonds et de la communication des Petits Frères des Pauvres. Monsieur, bonjour. Asseyez-vous. Donc en introduction de cette première conférence, donc vous avez chacun un micro devant vous, donc vous pourrez aisément converser. On va consacrer à peu près 40 minutes à débattre de ces réformes. Et nous consacrerons le reste de la partie au jeu des questions-réponses, comme vous avez l'habitude. On va commencer peut-être par parler un peu de l'IFI. Donc, comme vous le savez, depuis l'an dernier, l'impôt de solidarité sur la fortune a laissé place à l'IFI. L'avantage de cette réforme, c'est qu'elle ne concerne plus que l'immobilier.
L'inconvénient de cette réforme, c'est qu'elle concerne l'immobilier. Donc on va essayer de comprendre si on peut jouer avec cette réforme pour finalement essayer de réduire quand même sa base taxable, voire la supprimer, enfin, bon, bref. Et surtout, est-ce qu'il faut arbitrer aujourd'hui pour ne plus conserver d'actifs immobiliers dans son portefeuille, dans son patrimoine, et les remplacer par des instruments financiers. Bon, je pense que M. Jean Didier ne sera pas d'accord. Il nous expliquera pourquoi. Pour ceux qui étaient habitués à l'ISF, l'IFI, c'est exactement les mêmes modalités d'imposition, presque les mêmes possibilités de déduction, c'est ce qu'on verra avec M. Bruno. On peut encore faire des dons, mais on ne peut plus investir dans les instruments du type FIP, FCPI. Donc, c'est justement la première question, M. Bruno. Est-ce que, d'abord, il y a eu une période de flottement sur le champ d'application des dons liés à l'IFI? Et est-ce que, d'abord, vous avez senti une baisse de la collecte liée peut-être à l'effet mécanique du rétrécissement du nombre de personnes imposables? Oui, c'est clair que pour toutes les organisations, particulièrement les fondations, qui sont les premières concernées par les dons déductibles de l'ISF hier et de l'IFI aujourd'hui, il y a une baisse très sensible de la collecte de fonds, environ 55%. Et j'ai pu obtenir les chiffres du ministère des Finances très récemment. En fait, pour l'ensemble des organisations, tous les dons déduits de l'ISF ont été divisés par 2,5, et le nombre de donateurs aussi. Ce qui veut dire que l'an dernier, il y avait environ 250 millions de dons qui avaient été déduits de l'ISF, et cette année, avec l'IFI, il n'y en a plus qu'une centaine de millions. Et au niveau du nombre de donateurs, 100 000 donateurs l'an dernier, 20 000 cette année. Alors, vous comprenez bien, je pense que vous avez entendu pas mal de communication dans les médias, que ça produit un choc important dans nos organisations. Et donc, c'est important que les donateurs continuent à nous soutenir, soit par des dons déduits de l'IFI, mais aussi par des dons déductibles de l'impôt sur le revenu. Ah. Alors, on peut peut-être juste redonner le mécanisme de déduction de l'IFI, parce que lui, il reste inchangé. Oui, hein on a des... Je voulais que je vous mette votre petit slide. Alors, elle est loin. Ah non, elle est là. Voilà. Non, c'était celui d'avant. Celle-là? Oui. Voilà. Donc, en fait, vous savez tous que quand on veut alléger son impôt, il y a deux techniques. Soit on joue sur la base, soit on joue sur l'impôt lui-même, quand on en a la possibilité. Donc, en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, il y a une fin de ISF. On avait un moyen très simple d'alléger la facture, c'est que les biens donnés en usufruit, soit à un membre de sa famille, soit à une organisation, sortent de la base imposable. Donc ça, c'est un avantage qui est finalement peu connu, peu usité et qui est pourtant extrêmement important, puisque ça peut largement alléger la base. On est d'accord, ce n'est pas une donation définitive? Non, alors ça dépend. On peut faire une donation d'usufruit définitive, mais on peut aussi faire des donations temporaires d'usufruit, à condition qu'elles soient au moins de 3 ans. Donc c'est un acte notarié, ça ne coûte pas très cher, et à condition que le bien soit utile à l'organisation, c'est-à-dire par exemple si vous donnez un appartement pour qu'on puisse loger des personnes âgées en précarité, aux petits frères des pauvres, eh bien dans ce cas-là, c'est bon. Et sinon, c'est un bien qui soit productif de revenus, c'est-à-dire que si vous avez des actions qui ne rapportent rien depuis 100 ans, ce n'est pas la peine, ça ne marche pas, ça serait un abus de droit. Par contre, s'il y a des revenus réguliers, c'est tout à fait possible. Ok, donc ça c'est la première technique. La deuxième technique, alléger son impôt. Alors, alléger son impôt, donc pour l'ISF, il y avait deux choses. Premièrement, c'était les investissements dans les PME, avec un plafond de 45 000 € annuels, et aussi les dons déductibles de l'ISF, donc à concurrence de 75% de leur montant, avec un plafond de 50 000. Alors, quand il y avait les deux, le plafond était retombé à 45 000, bizarrement. Alors, pour l'IFI aujourd'hui, donc en matière d'allègement de la base, rien ne change. Tout est comme avant, c'est-à-dire que les
biens donnés en usufruit viennent en réduction de la base. Alors évidemment, les produits financiers n'ont plus tellement d'intérêt, sauf si c'est des produits de type immobilier, hein, des SCPI ou d'autres produits comme ça. Hein. Oui, parce que les autres ne sont pas dans la base taxable. Voilà, ils ne sont plus dans la base taxable, mais les biens immobiliers, donc bien entendu, ça reste, on peut les sortir de la base avec un usufruit. Hein. Et alors, en matière d'investissement dans les PME, eh bien, vous le savez tous, à partir du 1er janvier, c'est fini, il n'y en a plus. Donc la seule solution qui reste, c'est de faire des dons. Déductibles, pareil, 75% de leur montant dans la limite de 50 000 € annuels. Voilà, donc tout à l'heure, vous avez un atelier à 10h45, vous allez expliquer justement toutes les... On développera ça de manière plus importante tout à l'heure, oui. Voilà. Monsieur Jean Didier, je me tourne vers vous parce qu'on parle d'immobilier, puis finalement, on explique qu'avec l'IFI, c'est le seul actif encore taxable. Donc, est-ce que ça vaut encore le coup d'avoir de l'immobilier dans son portefeuille? Si on parle gestion de patrimoine, on sait que le maître mot, c'est la diversification, donc la réponse est oui, bien évidemment. IFI immobilier, il ne faut pas oublier que déjà, le fait que l'IFI ne concerne que l'immobilier, pour les gens qui étaient à l'ISF, on baisse automatiquement la base taxable. Donc c'est un ISF à moindre coût, j'ai envie de dire, puisque donc on retire tout ce qui n'est pas immobilier. Donc à patrimoine égal, un investisseur, si autant qu'il soit investi en valeur mobilière également, ou autre valeur autre actif que de l'immobilier, va payer moins d'impôts cette année et les années futures, si tant est qu'également l'IFI perdure. Donc oui, après, il faut toujours se poser la question de la rentabilité finale en fait, de son immobilier et de son actif. Donc on peut impacter la fiscalité sur le rendement brut de son opération pour faire un calcul net et le comparer éventuellement à d'autres actifs, d'autres placements en actifs. Et quand aujourd'hui on fait de l'immobilier qui rapporte entre 4 et 5%, on peut payer 0,75, 1%, voire même un petit peu plus. Ça reste des rentabilités pour un actif assez sécuritaire qui est une rentabilité nette d'impôts intéressante. D'accord. On reviendra tout à l'heure sur la spécificité de la location meublée. Parce que, alors effectivement, on pourrait se dire, si on fait de la location meublée professionnelle, on échappe totalement à l'IFI, au même titre qu'on échappait avant à l'ISF. Mais vous m'expliquiez que faire de la location à titre professionnel, c'est quand même assez compliqué. Oui, il y a deux façons d'être investi en immobilier et d'échapper à l'IFI. C'est, comme l'a dit monsieur, de faire de la nue propriété, donc d'être nu propriétaire d'un bien et d'en lâcher en fait l'usufruit. Il y a aujourd'hui beaucoup d'opérateurs sur le marché qui vendent de la nue propriété de biens neufs avec un usufruit temporaire de 15 ans. Entre 15 et 20 ans. Donc ça permet d'être investi sur cet actif sans payer de l'IFI. Et puis, il y a ce deuxième mécanisme qui est effectivement le statut de loueur en meublé professionnel. Un loueur en meublé professionnel a des actifs professionnels et tout ce qui est professionnel sort de l'IFI. Alors, par contre, depuis Sarkozy, en 2009, les conditions d'accès au statut de loueur en meublé professionnel ont été modifiées. Ça devient plus compliqué aujourd'hui puisqu'il faut remplir en fait 3 conditions. Obtenir 23 000 € de recettes brutes, donc de loyer brut de cette activité. Être inscrit au registre du commerce et des sociétés et que les revenus de cette activité soient supérieurs, que les recettes plutôt soient supérieures à l'ensemble des revenus professionnels du foyer fiscal. Et c'est ça qui empêche, entre guillemets, les actifs, hein, les personnes qui ont un salaire ou d'autres revenus professionnels, souvent d'accéder à ce statut-là. Par contre, lorsqu'on est retraité, on peut obtenir ce statut-là un peu plus facilement et ça permet effectivement d'échapper à l'IFI. 23 000 € de recettes, ça correspond grosso modo à un investissement de quel montant? Oh bon, ça dépend après de quel type... Ça dépend du rendement, on est d'accord. Du rendement, mais faites le calcul à 5% de rentabilité, on est sur des investissements à 450 000 €. D'accord. Ok. Jean-Paul Raymond, alors... c'est vrai qu'on n'a pas présenté vos activités, on y reviendra peut-être un petit peu juste après. Vous lancez un nouveau site
hein, qui s'appelle Investisseurs privés. Il faut que j'y arrive. Voilà, on y est. Donc l'avantage de ce site, c'est d'être pluri-activité, enfin en tout cas pluri-placement. Donc, ce qui veut dire que l'immobilier est un élément qui vous intéresse aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut investir dans l'immobilier aujourd'hui? Alors, à travers vous. Je vais peut-être présenter rapidement ce que l'on fait, parce que pour le coup, c'est très très nouveau. Ça a été inauguré hier, le site, donc voilà, on est en pleine actualité, en tout cas de notre côté. Je rappelle que nos trois exposants, enfin nos trois intervenants exposent en bas, donc si vous voulez plus de détails, vous pourrez aller les voir à tout moment de la journée. Bien sûr. Alors, nous, on ne vient pas de l'immobilier au départ, parce que je suis fondateur par ailleurs de Cantalis, donc, qui est une société d'analyse des fonds communs de placement. Et donc, nous, on est beaucoup plus dans l'aspect financier des choses. Mais on a senti le besoin de la part d'un certain nombre de nos clients d'avoir une plateforme qui soit une plateforme patrimoniale et pas simplement financière. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de sites qui permettent de faire du placement financier pur, mais des gens qui permettaient d'avoir une approche patrimoniale, donc avec évidemment de l'immobilier, avec d'autres types de produits, y compris des produits de diversification type du vin, U-Wine, etc. Ça n'existait pas. Donc on a créé ce site, donc investisseurprivé.com, pour permettre à tout un chacun d'avoir une vision tout à fait complète de ses besoins patrimoniaux et avec du conseil, parce que effectivement l'idée c'était aussi de s'associer à des conseillers en gestion de patrimoine, à des fiscalistes, à des experts en retraite, etc. Donc pour donner du conseil et pas simplement accéder à des produits. Alors dans cette partie-là, on a effectivement deux partenariats. Un avec un spécialiste en nue propriété, on en parlait à l'instant, donc qui permet de faire des investissements en nue propriété directement et qui gère après les différents produits pour le compte de ses clients. Et puis l'autre a des produits qu'on appelle immobilier financier, donc principalement des SCPI, et qui permettent effectivement d'accéder pour le moment par le biais de fonds et de la finance à ces biens immobiliers, sachant que dans un futur plus ou moins proche, on voudrait aussi faire de l'immobilier physique en direct à travers des dispositifs de défiscalisation qui peuvent exister. Donc à ce stade, vous êtes d'accord avec votre voisin, l'IFI ne change en rien la structuration de son patrimoine. Il faut qu'on continue à avoir un patrimoine diversifié. Tout à fait. La chose la plus importante, mais ça c'est vraiment général, c'est pas que pour des raisons fiscales, même si la fiscalité est structurante dans les stratégies de patrimoniales, la chose principale c'est quand même d'avoir des biens qui soient les plus diversifiés possibles. Alors ça dépend évidemment aussi des montants des patrimoines en question, mais que ce soit sur la partie financière, qui est celle que nous connaissons le mieux, ou que ce soit sur la partie des actifs physiques, des actifs réels, la particularité, c'est effectivement de pouvoir aller sur tous ces actifs pour que, in fine, en cas de crise financière par exemple, là on a eu une semaine un peu dure sur les marchés financiers, eh bien il y a d'autres actifs qui prennent le relais pour créer de la stabilité ou de la résilience. D'accord. Monsieur Jean Didier, je vais peut-être un peu revenir vers vous parce qu'on a fait une petite présentation très rapide d'investisseurs privés. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu l'occasion que vous nous présentiez votre activité. Vous faites de la location meublée, ça on l'a compris. Oui. Mais dans quelle sphère, sur quel type de biens, où? Alors, on est Espace LMNP spécialisé sur le marché secondaire des résidences de services, donc de tout ce qui est effectivement loueur en meublé professionnel ou non professionnel. Donc des résidences de services, ce sont des résidences que vous connaissez tous, des résidences étudiantes, des résidences de tourisme, des résidences d'affaires, de la para-hôtellerie, des EHPAD également, des établissements pour personnes âgées dépendantes, et des résidences pour seniors qui sont assez à la mode aujourd'hui, que vous voyez fleurir beaucoup de résidences neuves. Et nous avons décidé, nous, de s'intéresser à la deuxième vie en fait, de ces biens-là, donc au marché secondaire, qui a des valeurs qui sont assez exceptionnelles justement dans la gestion de patrimoine et qui permettent de faire des investissements patrimoniaux assez intéressants, avec des rentabilités assez intéressantes et des exploitations qui sont connues, donc, où on n'est pas sur des prévisions en fait, d'exploitation et qui permet à l'investisseur de se positionner en fonction du risque qu'il a envie de prendre.
Donc c'est une activité qui existe, qui est assez récente, puisqu'on a fondé cette structure en fin 2010, début 2011. J'étais moi-même, en fait, pendant 10 ans auparavant, directeur immobilier de Primonial, une structure donc, qui est aujourd'hui le deuxième réseau de gestion de patrimoine en France. Et auparavant également, pendant 10 ans, dans les années 90, directeur commercial adjoint chez Pierre et Vacances, qui m'a permis d'avoir une vision un petit peu globale de ce marché-là, du marché de l'immobilier en général et la location meublée en particulier, et de bien connaître en fait, justement l'historique des gestionnaires et de toutes ces résidences-là, qui nous permet d'être assez pertinent sur les choix d'actifs et de résidences. Ça, c'est vrai que c'est un point sur lequel nous, on est assez attentifs en général sur l'immobilier géré. C'est la qualité de la gestion, parce que c'est elle qui va faire le succès ou au contraire la catastrophe de l'investissement. Donc ça veut dire que quand on achète un bien sur le marché secondaire, on a un historique suffisant pour connaître la qualité du gestionnaire, et ça nous apporte une garantie sur la suite, ou alors ça n'a pas finalement autant d'incidence que ça? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle une garantie. Vous savez, en gestion de patrimoine et en investissement immobilier, il y a beaucoup de bon sens. Donc un produit qui est bien positionné, qui fonctionne en l'état, on peut avoir des visions en fait, stratégiques sur du moyen long terme. Le marché du tourisme a énormément évolué ces 10-15 dernières années, notamment avec l'apparition d'Internet. On ne réserve pas ses vacances aujourd'hui comme on le faisait il y a 10-15 ans. Donc les opérateurs ont été obligés de s'adapter par rapport à ça. Le marché de l'étudiant se transforme aussi. Quand vous avez passé vos études à l'époque, vous aviez plusieurs années d'affilée dans une même école. Aujourd'hui, nos étudiants passent 6 mois dans l'école et puis font 6 mois en stage ailleurs, à l'étranger ou autre part en France. Donc il faut gérer 2 rentrées scolaires, la rentrée de septembre et la rentrée de février. Donc tout ça fait qu'il n'y a pas d'immobilisme, même si c'est l'immobilier, il n'y a pas de l'immobilisme dans l'exploitation, et qu'il faut y avoir une vision un petit peu plus lointaine que celle actuelle, mais surtout en regardant derrière soi, on sait éviter justement les catastrophes, comme vous disiez, d'exploitation qui ont été gérées, notamment dans les fin des années 2000, entre 2005 et 2008, où on a eu les premiers gestionnaires qui ont fait défaut, notamment sur des investissements, notamment, je pense aux lois de défiscalisation, ce qu'on appelait en ZRR, la loi de Messine, qui permettait d'investir dans des zones de revitalisation rurale, donc là où il n'y a pas de marché. Donc c'est un peu compliqué effectivement de créer un marché là où il n'y en a pas. Et bien évidemment, les investisseurs souvent se sont retrouvés avec des biens qui étaient difficilement exploitables à la fin du premier bail. Merci pour ces précisions. Un autre pan des réformes, alors on l'appelle abusivement une réforme Macron, mais en fait c'est pas une réforme Macron, c'est une réforme qui date du quinquennat précédent, c'est le prélèvement à la source. Alors, le prélèvement à la source a un certain nombre d'impacts, enfin aura un certain nombre d'impacts, a déjà des impacts cette année, notamment pour les bailleurs. Et est-ce que, je reviens vers vous, Monsieur Bruno, est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact sur les dons, dans la mesure où, par exemple, 2018 est une année dite blanche, donc pas de taxation sur la revenu de cette année, mais si je vous fais un don cette année, est-ce que j'aurai quand même droit à une réduction d'impôt? Comment ça va se passer? Ça va se passer très bien. Enfin, en tout cas, pour vous, donc pour les organisations, on espère aussi que ça va se passer très bien, parce que les dons sont essentiels, comme je le disais tout à l'heure. Il faut savoir que, par exemple, aux Petits Frères des Pauvres, donc, dont l'action est essentiellement tournée vers les personnes âgées, isolés et souvent très pauvres, ou des gens en précarité de plus de 50 ans. Donc la générosité du public représente aujourd'hui 85% de nos budgets. Donc c'est dire combien c'est essentiel, et selon que ça varie en plus ou en moins, ça peut faire des choses tout à fait différentes, et on est contraint parfois d'arrêter certaines activités. Donc pour en revenir au prélèvement à la source, alors c'est sûr qu'on en parle beaucoup depuis 2 ans, et particulièrement dans ces derniers mois, et on ne l'a pas encore vu. Et donc qu'est-ce que ça va changer en matière de dons? Eh bien finalement, pas grand-chose.
Donc, en fait, c'est comme avant, tout continue, c'est-à-dire que les taux de déduction d'impôt restent absolument les mêmes. Et donc, il y a une slide spéciale sur... voilà. Non, sur l'autre. Ah, elle est loin la vôtre. Hein. Elle bouge toute seule. Voilà. Voilà. Donc, tous les dons qui soient faits en 2017, 2018 ou 2019 et après, ils seront bien pris en compte dans le calcul de l'impôt. Donc, en fait, ça va être un petit peu compliqué, mais je dirais à la limite, c'est pas très grave. L'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est que tous les dons auront bien droit aux déductions comme c'était prévu. Donc, en fait, l'astuce qu'a trouvé le gouvernement donc, pour résoudre le problème de trésorerie qui se posait d'ailleurs par rapport à d'autres réductions et crédits d'impôt, c'est de faire une sorte d'acompte sur la réduction d'impôt qu'on aurait pu avoir. C'est-à-dire qu'on va se baser sur ce qu'on a donné pour ce qui concerne les dons, sur ce qu'on a donné en 2017. En janvier 2017, vous allez recevoir, quand même extraordinaire, c'est pas souvent qu'on reçoit des chèques du Trésor. 2019. Oui, pardon, 2019. Donc on va recevoir un chèque ou un virement, je ne sais pas encore bien, qui représentera 60% de la réduction d'impôt auquel on avait droit sur la base de 2017. Alors évidemment, si après en 2018 vous n'avez pas fait de don, vous imaginez bien que quand même on va vous reprendre l'argent qu'on vous aura versé. Donc ce qui veut dire qu'il faut faire un don alors en 2018. Oui, vous pouvez encore, hein, il n'y a pas de problème, jusqu'au 31 décembre, il n'y a pas de problème. Donc vous pourrez aussi, alors évidemment, si à l'inverse vous faites des dons plus élevés en 2018, bon, il y aura des régularisations, puisque vous savez, ça ne supprime pas complètement la déclaration de revenus. On aura une déclaration de régularisation au mois de mai, je crois, et voilà. Donc la régularisation financière au mois de septembre. Donc en fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que pas de problème pour les dons faits en 2017 et a fortiori en 2018, et il n'y en aura pas non plus sur 2019. On a des engagements du gouvernement. On s'est un peu remué avec les collègues des autres organisations pour arriver à obtenir la prise en compte de ça, qui aurait pu avoir des effets extrêmement important, d'autant que ça s'ajoute à tout l'embrouillamini qui existe sur la CSG, sur les retraites, sur la taxe d'habitation. Donc les gens sont un petit peu déboussolés. Et donc là, on espère que ça va quelque part vous rassurer et qu'on va pouvoir faire quand même une année pas trop mauvaise, parce que vraiment, c'est notre action qui en pâtit sinon. Et vous avez sans doute entendu, vu dans les médias, aujourd'hui, il y a une baisse de la collecte pour l'ensemble des organisations de l'ordre de 6% par rapport à l'an dernier à la même date. Donc, en fait, finalement, vous avez un peu de la chance parce que deuxième réforme, mais pour l'instant, rien ne change pour vous. Donc, c'est plutôt assez agréable. Voilà. Donc, Monsieur Jean Didier, le prélèvement à la source, je reviens vers vous parce que autant il est à peu près simple, alors, quand je dis simple, je mets 53 guillemets parce qu'on a quand même traité ces dossiers en long, en large, en travers tout au long de l'année. On a fait des dossiers spéciaux et on continuera. Mais c'est vrai que pour les salaires, pour les retraites, ça va être prélevé directement soit par l'employeur, soit par la caisse de retraite. Donc a priori, on n'a à peu près pas grand-chose à faire, si ce n'est de constater que notre bulletin de salaire à la fin du mois est moins élevé que d'habitude. En matière de revenus issus de la location. Alors, revenus fonciers, c'est une chose, soumis aux revenus fonciers. Les locations meublées soumises au BIC, il n'y a pas d'organisme payeur. Enfin, l'organisme payeur, c'est le locataire ou le gestionnaire en l'espèce. Ce n'est pas lui, j'imagine, qui va prélever l'impôt à la source et le verser pour mon compte au fisc. Comment ça va se passer pour le coup et quel est justement l'impact de cette réforme pour le secteur? Effectivement, les revenus provenant de la location immobilière sont catégorisés en deux catégories. Les revenus fonciers d'un côté et les revenus de la location meublée qui sont des BIC, les bénéfices industriels et commerciaux. En fait, concernant le prélèvement à la source, j'ai envie de dire, pour nous, c'est pareil, rien ne change, puisque la quasi-totalité des investisseurs en location meublée ne payent pas d'impôt sur le revenu. Alors pourquoi Parce qu'à chaque fois, tous vos confrères me disent on ne paye pas d'impôt sur le revenu, mais sans explication.
Moi, Alors, j'aimerais bien connaître. on va rentrer un tout petit peu dans le détail pour bien comprendre en fait ce mécanisme. Vous connaissez bien évidemment tous les revenus fonciers qu'on déclare donc dans une 2044 où on déclare ses revenus et on défalque, on retire en fait ces charges traditionnelles que sont les intérêts d'emprunt, les charges de copropriété, la taxe foncière, les frais de gestion si on peut, pas les assurances de loyers impayés sauf exception. Et donc on a souvent en fait une fiscalité qui est très confiscatoire puisqu'elle est imposée à la tranche marginale haute des revenus, puisque c'est des revenus complémentaires qui viennent après la taxation des autres revenus, et augmentée de 17,2% de CSG-CRDS, qui a augmenté aussi donc depuis Macron. En BIC, tout se passe autrement. Déjà, la plupart du temps, la plupart des investisseurs, surtout en résidence de service, confient la gestion comptable de leur activité à un expert comptable. Ça ne coûte pas très cher, il y a des spécialistes en la matière et qui vont réaliser en fait une 2031 et qui vont récupérer donc tous les ans cette 2031 avec zéro à reporter sur sa déclaration de revenus 2042 classique. Comment ça se passe? Donc, je vous le disais, on est imposé aux bénéfices industriels et commerciaux et on va opter pour le régime du réel simplifié. On a aussi la possibilité d'être en micro-BIC, un régime spécifique qui permet, sans déduire aucune autre charge, d'avoir un abattement de 50% sur ses revenus. Mais ça veut dire qu'on est quand même fiscalisé sur les 50% autres. On va voir comment éviter justement cette imposition. C'est donc en s'inscrivant au régime en optant pour le régime du réel simplifié. Ça veut dire ouvrir une comptabilité avec un bilan actif, passif et un compte de résultat. Et à l'actif, c'est compliqué ça à faire? Très simple, puisque je vous le disais, c'est l'expert comptable qui le fait. Donc vous avez moins d'activité personnelle que sur un immobilier classique. En fait, le comptable va inscrire l'immobilier à l'actif du bilan. Et comme c'est inscrit à l'actif, on va pouvoir amortir le bien. Alors comment ça se passe l'amortissement? On va amortir deux choses, les murs et le mobilier. Il y a une chose qu'on n'amortit pas, c'est le foncier, le terrain, qui ne s'amortit jamais. Cet immobilier, pour simplifier, va s'amortir, enfin les murs vont s'amortir sur une trentaine d'années et le mobilier sur 5 à 10 ans. Donc on va choisir éventuellement, pourquoi pas, 5 ans pour aller plus vite. Cet amortissement va venir en déduction du compte de résultat. C'est-à-dire qu'on va d'abord retirer toutes les charges de l'activité et puis s'il y a du bénéfice, on va utiliser cet amortissement. Cet amortissement va donc servir à diminuer ou à effacer un bénéfice, mais ne pourra pas l'augmenter, ne pourra pas le créer en fait de déficit. Donc on n'aura pas de réduction d'impôt, mais on va pouvoir avoir des revenus totalement nets d'impôt grâce à cet amortissement. Est-ce que j'ai pas pu déduire, j'en fais quoi? Je le perds? Non, jamais. Vous ne le perdez jamais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a un report en fait sur les bénéfices futurs de ce déficit, de cet amortissement non utilisé éventuellement, ad vitam aeternam. Donc c'est une extraordinaire machine à générer du revenu net d'impôt dans le temps, puisque cet amortissement dure 25 à 30 ans à peu près, donc c'est assez long. D'accord. Donc ce qui veut dire que, grosso modo, pendant 30 ans, tant que je n'ai pas fini d'amortir mon immobilier, je ne paierai pas d'impôt. En résumé, oui. Parce que voilà, allez-y s'il vous plaît. Donc en résumé, oui, voilà le résumé de ce que je dis. Donc les recettes, on déduit des charges. Souvent, on a des charges qui sont inférieures aux recettes aujourd'hui, même à crédit, parce qu'aujourd'hui, il faut le rappeler aussi, dans la diversification de patrimoine, de l'investissement immobilier à toutes ces lettres de noblesse, grâce à l'investissement qu'on peut faire à crédit et donc au levier extraordinaire. C'est la seule chose qu'on puisse acheter avec un crédit. Donc, et les crédits aujourd'hui, on est sur les taux, alors ça fait des années maintenant qu'on nous dit on est au plus bas, eh bien, on est encore au plus bas, puisque aujourd'hui, vous pouvez faire un emprunt à 0,8% sur 10 ans, à 1,2% sur 15 ans, ce qui est assez extraordinaire quand on sait qu'on peut avoir sur de l'immobilier entre 4 et 5%. Donc il y a un levier phénoménal à obtenir. Et puis on sait que l'inflation en plus repart. On a 2,2%, dernier chiffre vient d'être publié avant-hier, 2,2% annuel, en rythme annuel. Donc vous voyez, par rapport au levier de crédit, on peut dire que c'est de l'argent non seulement gratuit, mais rémunérateur. Et on va donc avoir moins d'intérêts d'emprunt à déduire, c'est le pendant de cette économie. On devrait avoir plus d'impôts à payer si on était en revenu foncier.
Et grâce au mécanisme en fait, de l'amortissement, on va effacer en fait, cette fiscalité. Donc on est gagnant sur tous les tableaux. Alors la seule chose, c'est qu'effectivement, on va peut-être réduire la phase d'amortissement, enfin du coup la phase où on est net d'impôts, puisqu'on va utiliser plus d'amortissement qu'on les utilisait dans les années 90 ou 2000, où on avait des crédits à 6% pour un immobilier qui rapportait à peu près autant, entre 5 et 6% également. Donc on a aujourd'hui historiquement un levier qui n'a jamais existé à ma connaissance. Avant, on avait des intérêts d'emprunt qui étaient à hauteur en fait, des revenus. Et on disait justement dans ce mécanisme-là, essayez d'avoir le maximum d'intérêts d'emprunt. On faisait même des crédits in fine et on disait les loyers vont payer les intérêts d'emprunt. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les loyers payent beaucoup plus que les intérêts d'emprunt. Donc on a ce levier qui est extraordinaire. Le pendant, c'est qu'on utilise plus rapidement les amortissements et donc on réduit la période où on est net d'impôt. D'accord. Mais le gros avantage, c'est qu'on peut à ce moment-là revendre en fait son bien, si au bout de 15 ans, on commence à redevenir positif, avec un avantage qui est énorme sur le marché secondaire de ces produits-là, parce que c'est une comptabilité, et le nouvel acquéreur va récupérer la capacité à amortir sur la base de ce qu'il achète. Donc c'est une fiscalité écologique, puisque l'amortissement est éternellement recyclable. C'est dans l'air du temps, hein. Bravo. Absolument. Troisième réforme. On peut juste montrer un exemple peut-être oui, après. Je crois qu'il y a un petit exemple chiffré qui est derrière pour que les gens comprennent. Donc j'ai pris un exemple très simple et simplifié. Pour un achat d'un appartement à 100 000 € qui rapporterait 4,5% de loyer, si on emprunte 100 000 € à 1,5% d'intérêt, soit 1 500 € la première année. Vous savez que sur un crédit amortissable, j'ai simplifié puisque les intérêts d'emprunt vont diminuer au fur et à mesure du temps. Avec des taxes foncières et charges de copropriété qui représentent 500 € et un amortissement donc des murs sur 4%. Donc sur 85% de l'investissement, le reste étant du foncier, qu'on a dit qu'il ne s'amortissait pas, on va avoir donc un amortissement, donc une réserve de revenus nets d'impôt de 3 400 € annuels. Donc si je fais mon compte d'exploitation, je vais avoir dans les recettes positives donc 4 500 et dans les charges déductibles 2 000 €, avec donc un résultat comptable, on va dire, supérieur de 2 500 €. Comme j'ai en réserve 3 400 € tous les ans qui sont comptabilisés par mon comptable, je vais, on l'a dit, annuler ce bénéfice sans créer de déficit. Donc je vais avoir 0 de résultat fiscal et aucun impôt sur le revenu à payer. Donc aucune CSG, CRDS non plus à payer. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas impacté par l'augmentation de la CSG sur ce mécanisme-là. Et on va avoir, dans mon exemple, 900 € qu'on va reporter sur les années suivantes, ad vitam aeternam, qui seront déductibles d'autres bénéfices BIC que je pourrais me créer à un moment donné où j'ai moins d'intérêt d'emprunt également. On est bon avec la simule ? On est parfait. Formidable. Donc troisième réforme, c'est celle de la fiscalité sur les produits financiers. Depuis, je ne sais même plus, tiens. Pour 2018 ? Pour 2018, c'est ça, hein ? Pour 2018, l'ensemble des produits financiers sont taxés au maximum à 30%, prélèvements sociaux inclus. Ce qui veut dire qu'en fait, désormais, il n'y a plus de différenciation suivant la nature des revenus financiers que vous percevez. Que ce soit un compte titre, que ce soit dans le cadre d'une assurance vie, vous serez taxé au maximum à 30% et parfois moins dans des enveloppes un petit peu privilégiées. Alors, bien entendu, les revenus fonciers, comme on l'a dit tout à l'heure, ne sont pas concernés non plus et ils continuent à être taxés au barème progressif, de même que les BIC, mais on a bien compris, pour vous, c'est impact zéro, vu que de toute façon, on n'est jamais taxé. Jean-Paul Raymond, est-ce que cette réforme, est-ce que le fait que désormais on ne rentre plus dans les produits financiers par le biais de la taxation, mais par le biais du sous-jacent, ça change un peu la donne? Alors, probablement à long terme. Il y avait un tel écart entre l'assurance vie qui trustait quasiment toute la collecte de l'épargne des Français et le compte titre. Alors, il y avait des raisons objectives fiscales. Que probablement on va assister à un rééquilibrage, mais ce rééquilibrage, il va être assez lent. Aujourd'hui, la
principale raison pour laquelle les gens vont quitter l'assurance vie, c'est beaucoup plus la fin du support en euros qui rapporte 4% par an sans risque que la taxation. 4% par an, c'était il y a longtemps. C'était pas si longtemps que ça, il y a 5-6 ans. Ouais. Non, ça nous semble très loin, mais finalement, c'est pas si loin que ça. L'autre aspect quand même qu'a l'assurance vie, c'est des choses qui sont liées plutôt à la succession et que mettent encore en avant les assureurs. Donc, à ce titre-là, effectivement, l'assurance vie continue à être intéressante. Néanmoins, effectivement, on se rend compte qu'on n'avait aucun client sur du compte titre, sauf PEA, PME, et qu'aujourd'hui, on commence à avoir des clients qui commencent à aller sur du compte titre, alors que ce n'était pas du tout le cas auparavant. D'autant plus que le compte titre est quand même plus souple d'emploi que le PEA, dans la mesure où on peut quasiment mettre tous les supports financiers, toutes les actions qu'on veut. On n'est pas contraint par les allocations géographiques, notamment. Alors, oui et non. Il y a beaucoup de fonds qui sont PEables et qui ne sont pas des fonds actions européennes. Il y a même des fonds monétaires qui sont PEables par des jeux d'écriture, mais qui permettent quand même d'avoir des allocations, on va dire, assez vastes sur des produits qui sont PEables. Néanmoins, dans le cadre effectivement du compte titre, il y a quand même deux choses qui sont importantes. Premièrement, ils sont accessibles aux sociétés, ce qui n'est pas du tout le cas de l'assurance vie, et en particulier pour les gens qui ont des holdings familiales ou ce genre de structures juridiques, eh bien, ils ne peuvent aller que sur le compte titre, ils ne peuvent pas aller sur l'assurance vie, c'est un vrai sujet. Et puis, l'autre aspect, c'est qu'effectivement, on se retrouve avec des produits qui sont beaucoup plus vastes, mais avec un inconvénient par rapport à l'assurance vie, et qui est un inconvénient assez important, qui est qu'on est soumis à ce moment-là, quand on va du compte titre, à toutes les règles du jeu du fonds, typiquement les minimums d'investissement. Il y a beaucoup de fonds qui ont des minimums d'investissement assez élevés. Quand on les achète dans de l'assurance vie, c'est pas très grave parce que, in fine, c'est l'assureur qui en reste propriétaire, donc lui atteint évidemment les minima requis. Alors que dans le compte titre, c'est nous qui en sommes les propriétaires, enfin c'est le client qui en est le propriétaire. Et donc, s'il y a 10 000 euros de minimum d'investissement, ce qui arrive assez fréquemment, eh bien, on est obligé d'acheter au minimum pour 10 000 euros de ce fonds. Et si ce fonds représente dans l'allocation que 10% du portefeuille, ça veut dire que le portefeuille doit faire au minimum 100 000 euros. Donc, il y a des règles du jeu qui sont un peu différentes entre le compte titre et l'assurance vie, et qui font que parfois on aimerait pouvoir être dans du compte titre et on ne peut pas le faire. Alors, il y a une autre chose aussi, par contre, c'est que effectivement dans le compte titre, l'avantage que l'on a, c'est qu'on a de plus en plus d'offres avec des produits à 0%, 0% de frais, hors frais de gestion évidemment, de frais d'entrée ou de frais de sortie. Et souvent, les banques qui font ces offres le font sur des produits qui ont des minimums d'investissement qui sont très faibles. Voilà, donc, c'est un des critères d'éligibilité au fait d'être à 0%, c'est qu'il n'y ait pas de droit d'entrée ou des droits d'entrée à 50 euros ou 100 euros, donc, ou une part, donc des montants qui permettent d'avoir une vraie diversification. À travers investisseurs privés, on peut comme ça se constituer un portefeuille complet. L'idée, c'était vraiment qu'on ait accès à tout type de produits. On a fait énormément de partenariats, mais on a fait deux principaux. Un avec Generali pour l'assurance vie, un autre avec Bourse Direct pour tout ce qui est compte titre. Donc, en réalité, juridiquement, investisseur privé est un courtier dans l'assurance vie, CIF, conseiller en investissement financier, mais le contrat qui est passé avec Generali, évidemment. Nous n'agissons qu'en tant que courtier en apportant les outils et tout l'environnement. Et le teneur de compte, quand c'est du compte titre, c'est Bourse Direct, qui est un acteur important et probablement le plus important dans le monde du digital, en réalité. Et après, on a passé des accords. Alors, c'est peut-être la principale caractéristique, avec des acteurs très importants, très connus dans le monde des professionnels, mais assez peu connus par le grand public, et qu'on a sélectionné, entre guillemets, pour vous. Donc, par exemple, la Française, qui est un acteur très important, des gens comme 1, 2, 3 IM ou Next Stage pour tout ce qui concerne le private equity, qui sont des acteurs aussi importants. Et puis, dans la nue propriété, on en parlait tout à l'heure, des gens comme Pearl. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment comme on est
un pied chez les professionnels et un pied dans le grand public, c'était de faire nous-mêmes une sélection et à travers cette sélection, apporter des gens qui normalement sont réservés aux banques privées, qui sont réservés au CGP, qui sont réservés, on va dire, à un public plutôt fortuné, les amener un peu à tous et à chacun. Voilà. D'accord. Donc en fait, c'est l'accès de la gestion privée pour tout le monde. Exactement, et sans limite inférieure. Pour avoir accès à une banque privée, il faut normalement avoir au minimum de 150 000 euros. Et là, à partir de 5 10 000 euros, on a accès à tous ces gens-là. Quel bonheur. Donc finalement, la réforme du prélèvement forfaitaire, en fait, donc la fameuse flat tax, pour vous, c'est que du bonheur. Alors, oui, mais je répète, l'assurance vie continue à avoir quand même des avantages. Il y a une chose quand même, parce qu'on va en parler, j'imagine après, on va parler de la loi Pacte, qui est un autre élément. J'allais y venir, justement, parlons-en. Comme ça va permettre de faire le tour des réformes et après on pourra passer au jeu des questions-réponses. Alors, la loi Pacte, elle est en cours de discussion. Donc là, on est vraiment au fil de l'eau, un peu en train de voir les amendements qui passent au fur et à mesure. Il y en a quand même un qui est passé il y a 3 jours ou 4 jours, qui est très important, c'est qu'on va avoir proposé par défaut aux investisseurs des gestions pilotées. Ça veut dire que et donc l'investisseur pourra passer sur la gestion libre, mais ce sera de sa volonté et ce ne sera pas ce qui lui sera proposé par défaut. Gestion pilotée, peut-être expliquer en 2 mots. C'est de la gestion profilée, c'est-à-dire que vous allez répondre, alors vous savez, avec les lois précédentes sur le devoir de conseil, et puis européennes, MIFID, IDD, etc., qui sont aussi très impactantes sur notre industrie, en réalité. Vous répondez déjà aujourd'hui à des questionnaires de risque on détermine un profil investisseur. Ensuite, on vous pose des questions sur vos projets. On détermine ainsi un profil de risque pour votre projet qui dépend de votre projet et de votre profil investisseur. Et l'ensemble de ces éléments va déterminer votre budget de risque, en gros, sur votre investissement. Et à partir de là, vous avez 2 possibilités. Soit on fait quelque chose de sur mesure, où vous allez le faire tout seul, dans le cadre de gestion libre. Soit on va vous dire, vous avez tel profil, et donc des asset managers ou des gens comme Cantalis, d'ailleurs, ça fait partie de nos métiers, vont préparer pour un ensemble de clients qui ont tous les mêmes caractéristiques, un portefeuille qui va être équilibré, prudent, dynamique, etc. Et donc la gestion pilotée, c'est exactement ça. C'est de dire, au lieu d'aller chercher les produits un par un, on va demander à des gens qui sont un peu spécialistes d'aller sélectionner les meilleurs produits, mais dans un budget de risque et dans un niveau de risque prédéterminé. Et ensuite, c'est ce qu'on va proposer aux gens. Alors, ça va me coûter de l'argent en frais de gestion? Alors, ça coûte, chez Investisseur Privé, par exemple, on a cette offre-là, on peut être en gestion libre, à 0,8% dans le contrat d'assurance vie. Et si on veut passer en gestion pilotée, on rajoute 0,4% de frais de gestion. D'accord, donc ça c'est le coût de la tranquillité. C'est le coût de la tranquillité, c'est aussi le coût du savoir-faire pour aller chercher les meilleurs produits possibles. Par rapport à ça, quand même, il y a 2 sujets. C'est que déjà, c'est un peu des black box, ces gestions pilotées, donc on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Les assureurs et les asset managers qui travaillent pour eux n'aiment pas beaucoup communiquer sur ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est un premier point. Il y a quand même un premier sujet. Sur ce point, je vais confirmer parce que tous les ans, comme vous le savez, on fait le palmarès des victoires de l'assurance vie. On classe les contrats par leur mode de gestion. On a tenté cette année de rentrer dans la mécanique des fonds profilés, de la gestion pilotée. On a eu le plus grand mal à obtenir de la part et des assureurs et des promoteurs qu'ils nous donnent l'ensemble des données qui concourent à la création des différents profils. On ne peut pas comparer les profils les uns aux autres sans savoir ce qu'il y a dedans, et notamment le niveau de risque et le niveau de volatilité, c'est-à-dire le niveau de risque, quoi. Et donc c'est vrai que sur les 30 acteurs, 40 acteurs qu'on a sollicités, il y en a à peine un tiers, même pas un tiers, qui nous ont donné les informations. Très peu ont donné l'information et parmi ceux qui ont donné des informations, très peu ont donné des informations exploitables. Exactement. Donc il y avait un double effet qui se coule. Car Jean-Paul Raymond nous aide. Il nous aide pour la création de ces victoires de l'assurance vie. C'est lui qui s'occupe de la partie analyse. Et le deuxième aspect, et je sais que l'AMF est très vigilante là-dessus,
c'est l'empilement des frais. Alors, quand vous allez voir votre banque, votre banquier va vous proposer de l'assurance vie. Cette assurance vie, il va vous dire je vous propose de faire une gestion pilotée. Alors, si c'est une grande banque, en général, l'assurance vie est tenue par l'assureur maison. La gestion pilotée est faite par l'asset manager maison et les fonds qu'il y a dans la gestion pilotée sont aussi des fonds de la maison. Donc, en gros, vous allez vous retrouver parfois avec 3 ou 4% de frais quand on empile les différentes strates et dans l'opacité la plus totale. Et il y a l'AMF qui commence à s'en émouvoir parce qu'il y a un double balancier, en fait, avec deux choses qui sont complètement divergentes. D'un côté, la transparence sur les frais, c'est un des sens de MiFID 2, d'un côté. Et puis de l'autre côté, un mouvement qui va vers justement la gestion pilotée et ce que j'appelle génériquement les gestions packagées, donc que ce soit gestion sous mandat, gestion pilotée, convention de gestion, et dans lesquelles on a des frais qui se superposent. Et évidemment, les banquiers adorent ça parce que ça leur permet de mettre un peu de beurre dans les épinards dans un contexte qui est difficile pour eux aujourd'hui. Très bien. Mais écoutez, on va clore à ce niveau une petite table ronde. Et je propose désormais que nous passions au jeu des questions-réponses. Si vous avez des questions, je pense qu'il y a deux hôtesses qui sont dans chacun des rangs et qui vont vous passer les micros. Et pour en haut, vous avez aussi un hôte. Voilà. Donc, qui veut commencer la première? Voilà, un monsieur au premier rang. Bonjour. C'est au sujet de la fiscalité des dons pratiques. Je pense que le plus simple, c'est de prendre un exemple. Supposons que j'ai obtenu 1 000 € de réduction d'impôt sur mes dons cette année, sur les revenus de 2017. Donc, premier élément, si j'ai bien compris ce que vous disiez, je vais avoir 600 € je vais me faire rembourser 600 € d'une manière ou d'une autre au mois de janvier. C'est ça. Bon, si je fais maintenant des dons cette année, d'ici le 31 décembre, si je fais des dons qui me rapporteraient, par exemple, la même chose, 1 000 €. Normalement, l'année 2018 est une année blanche, donc normalement, je vais bien faire ma déclaration, je vais porter mes 1 000 €, mais comme je ne paye pas d'impôt de toute façon, puisque je suis retraité, donc mon revenu a baissé des 2% Macron, donc j'aurais payé moins d'impôts en 2019 sur les revenus de 2018 que en 2018 sur les revenus de 2017. Donc, avec les histoires de compensation, je n'ai aucun surcoût d'impôt. Par contre, ce don va m'être remboursé ou il va être différé ou qu'est-ce qui va se passer? Alors, les 1 000 € que j'obtiendrai sur mes versements de cette année, j'ai une partie déjà, on peut considérer les 600 € qui vont m'être remboursés en janvier, mais le reste. Oui, alors on ne va pas avoir le temps de détailler tout ça ici. Par contre, tout à l'heure, on a un atelier, donc on pourra faire des exemples plus précis. Alors, il faut quand même se rappeler que l'année blanche, c'est un abus de langage. Donc, ça n'existe pas complètement. Donc, il y a le fameux CIME, là, le crédit d'impôt, modernisation, je ne sais plus quoi, donc qui permet de compenser. Donc, en tout cas, la réduction d'impôt, elle sera reportée. C'est-à-dire que si vous faites les dons en 2018, votre réduction d'impôt viendra en déduction de l'impôt 2019. Hein. Mais rien n'est perdu. Hein. C'est juste un effet report. Alors évidemment, après, si vous n'êtes plus imposable, ça change un petit peu puisque ce n'est pas un crédit d'impôt, c'est simplement une réduction d'impôt. C'est-à-dire que la différence entre les deux, c'est qu'il n'y a pas remboursement. Hein. Donc un crédit d'impôt, si vous êtes en négatif, on vous rembourse. Voilà. Tandis que nous, on est dans une réduction d'impôt. Ça vient en déduction de l'impôt lui-même, mais s'il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de réduction. Sauf qu'il y a quand même un fameux système qui n'est pas assez connu et utilisé, qui est le report sur 5 ans. C'est-à-dire que quand pour une raison ou pour une autre, vous n'êtes pas imposable une année, vous pouvez reporter votre réduction d'impôt sur les 5 années suivantes, ce qui fait 6 au total, ce qui veut dire que vous pouvez faire des dons équivalents à 120% de votre revenu, donc sur lesquels vous aurez la réduction d'impôt donc qui se reporte. Réduction d'impôt de 66% par exemple. Il y a une question au 5e rang. Voilà.
La dame d'abord, vous après. Vous inquiétez pas, juste après vous aurez le micro. Bonjour. Tout le monde pourra poser ses questions, vous inquiétez pas. Pour ce qui concerne l'amortissement dont vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit qu'on pouvait revendre au bout de X années. C'est bien joli, mais qu'est-ce qu'il arrive avec le calcul de la plus-value sur la revente? Parce que quand on amortit un bien, ça diminue sa valeur résiduelle. La réponse est oui quand on est professionnel. Mais là, les loueurs en meublé non professionnels sont taxés comme les plus-values immobilières pour les particuliers. Donc il n'y a pas de réintégration des amortissements. Il y a une réintégration des amortissements pour les loueurs en meublé professionnels, mais il y a un mécanisme d'exonération, puisqu'au bout de 5 ans d'activité en loueur en meublé professionnel, on est exonéré de plus-value. Donc sinon, le commun, j'ai envie de dire, puisque la grande majorité des investisseurs sont loueurs en meublé non professionnels, vous serez soumis aux taxations de la plus-value des particuliers sans réintégrer ces amortissements. Donc on fera juste le différentiel entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc c'est un vrai avantage fiscal qui est en cours, qui existe depuis... On ne tient pas compte des amortissements. Merci. Et après, on passera voilà, de ce côté-là. En fait, c'était exactement la même question que la dame a posée. Bravo. Voilà. Et par contre, j'ai une deuxième question. Est-ce qu'on peut acheter un bien immobilier en bitcoin, en monnaie dématérialisée maintenant? C'est une bonne question. Il faudrait poser la question au notaire. Je ne suis pas sûr. Monsieur? Oui, bonjour à tous. Ma question s'adresse à Monsieur Jean Didier, pardon. Pendant que je prenais des notes, je vous écoutais, donc je ne sais pas si vous avez donné la précision, mais je pense que concernant le microbic avec abattement de 50%, il ne doit pas être cumulable avec le système de frais réels et d'amortissement, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Oui, il ne faut pas rêver avec le fisc. Oui. Non, soit vous choisissez le système, le régime de micro-BIC, et c'est un régime forfaitaire, comme le micro-foncier. Vous déduisez un abattement de 50%, mais rien d'autre. Hein, aucune charge, aucun amortissement, aucun frais n'est imputable, et donc vous serez fiscalisé sur la moitié. Alors ma question est la suivante. Tout dépend évidemment de l'horizon, pas de placement, mais de l'opération. L'amortissement est très séduisant parce que ça ramène à zéro pendant une période de X années. Et quel est l'intérêt de prendre le microbic à 50%? Il faudrait que la période soit plus longue pour compenser les amortissements. Tout à fait. Ça s'adresse aux gens qui ont terminé d'amortir. Qui n'ont pas encore vendu, hein, qui n'ont pas encore envie de vendre, ou bien aussi ça s'adresse souvent aux gens qui font de la location meublée occasionnelle, hein, pas en résidence de service, mais genre louer une chambre quelques semaines par an dans sa résidence principale ou des choses comme ça. D'accord, merci beaucoup. On peut passer d'un régime à l'autre. Hein. On peut passer d'un régime à l'autre, c'est une option quand même qui est à prendre sur 3 ans. Hein, quand on est au régime du réel, on ne peut pas faire moins de 3 ans. Et le régime de base est le régime du micro-BIC. D'accord. Bon, pas moins de 3 ans non plus. L'un et l'autre. À ma connaissance de mémoire, le micro-BIC, il n'y a pas de durée en fait obligatoire. Ah, c'est le réel. On peut passer, voilà, c'est le réel. Une fois que vous avez opté pour ce régime réel, vous êtes un minimum de 3 ans. Merci. Monsieur là, il y a un monsieur derrière aussi après. Oui, bonjour. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'en cas d'usufruit, la base, le montant de ce qui est donné en usufruit sort de la base taxable de la personne. Je parle de l'IFI. Est-ce que ça doit être réintégré dans la base taxable de celui qui est bénéficiaire de l'IFI, de l'usufruit, pardon? Est-ce que vous voulez répondre, M. Bruno? La question, c'est quand on fait une donation temporaire d'usufruit, oui. Le donateur voit sa base réduite du montant du bien qui est sorti. Oui. Celui qui reçoit, le bénéficiaire, est-ce qu'il doit lui-même déclarer le montant du bien pour sa valeur totale dans son IFI? Alors,
Donc, vous parlez par rapport à une organisation, par rapport à une association Par rapport à des particuliers. Alors, par rapport à des par rapport à particuliers. On est dans le cadre du particulier. Alors, c'est peut-être plus monsieur Jean Didier pour le coup, parce que c'est vrai que vous êtes totalement exonéré d'IFI. Oui, donc voilà. Donc, si c'est un particulier qui bénéficie de l'usufruit, lui, il va le rentrer dans sa base taxable. Hein. C'est ça. En fait, le principe du démembrement, c'est que le nu propriétaire est lui taxé à l'IFI pour 100%. Et l'usufruitier donc pour 0. Sauf que, pardon, excusez-moi, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Sauf que les investissements, notamment immobiliers proposés dans le cadre de Perle ou de DI+, tous ces opérateurs qui vendent de l'immobilier, qui vendent de la nue propriété, l'usufruit c'est une personne morale, hein, c'est un bailleur social qui est exonéré. Donc au même titre que monsieur, il n'y a pas de taxation finalement du tout. Sur ces opérations-là. Mais si vous démembrez dans la famille un démembrement patrimonial ou entre deux personnes de cette salle, oui, l'usufruitier sera taxé à 100% sur la valeur. Alors, il y avait le monsieur avec la parka orange d'abord. Et si on a, oui, et voilà, de ce côté-là et ici. Oui, donc bonjour. Je m'appelle Marc. Je vais revenir moi sur le patrimoine mobilier, la loi Pacte, et sur l'assurance vie. Donc, le monsieur, je ne sais pas s'il est au courant bien d'un député qui a essayé, c'est Joël Giraud, qui a essayé de faire avancer sur la question de la transférabilité en assurance vie. C'est très important. Donc, je suis un citoyen, je suis simplement un citoyen ici, francilien, et le dialogue n'existe pas avec les parlementaires, ils ne reçoivent pas. Ça, c'est un gros problème. À un moment donné, ce député, vous savez, M. Joël Giraud, qui n'a pas voulu recevoir, il s'est adressé donc à M. Bruno Le Maire, qui ne connaît rien de l'assurance vie, il connaît le nom et la collecte de 1700 milliards et c'est tout. Et le 28 mars à Bercy, il a simplement demandé la question de relancer l'euro-croissance en échec. C'est tout. On était avec l'épargne salariale, l'épargne retraite, où là, il n'a pas arrêté de chanter, M. Le Maire, le mot de transférabilité. On a vraiment donc un ministre incompétent. Moi, j'explique. M. Giraud, ce ne c'est pas de sa faute, hein, mais c'est très bien ce qu'il a fait déjà de jeter le pavé dans la mare. Jean-François Filiat me connaît en France, on va dire. Et M. Giraud a fait comme ça. Vous avez 5 doigts qui sont la collecte, 1700 milliards. Il s'est adressé à M. Le Maire en lui disant il y a 70% de gens qui veulent ce droit. Même 74. C'est nalo.fr qui ont fait ce sondage. Ça veut dire que vous dites au ministre que vous faites bouger 1258 milliards. Ça s'appelle un séisme pour la direction du Trésor à Bercy et pour les collègues de M. Bernard Spitz. Donc, ça, c'est impossible. Par contre, moi, j'explique, c'est vous rabaissez les 4 premiers doigts sur la collecte. Ça, ce sont les fonds euros. Dans les derniers doigts, dans le pouce, nous avons les unités de compte. À travers ce dernier doigt, il existe, et j'ai un dossier avec Bercy 2006, avant la crise, il existe des contrats qui sont très anciens et qui sont 100% à la bourse et qui sont peu, qui sont quelques milliards sur 1700. Là, vous voyez le rapport, quelques milliards sur 1700 à transférer par rapport à 1258 qu'on fait transférer, ça n'a rien à voir. Donc, quand on n'a pas le dialogue, les journalistes aussi, hein, M. Frédéric Durand-Bazin, vous aussi écrivez à Joël Giraud. Et donc, à un moment donné, on n'avance pas et on n'encourage pas à épargner non plus. Voilà. Donc, moi, je voulais expliquer. Et vous aussi, hein, citoyens, bon, quand vous êtes avec de l'assurance vie, vous allez aussi, comme il l'a dit tout à l'heure, de toute façon, avoir des problèmes dans les années qui vont arriver. Les fonds retombent, c'est comme ça. Mais il existe des contrats qui, eux, depuis la crise 2008, ils y sont à la bourse à 100%. Et ils sont ingérables. Et dernièrement, M. Durand-Bazin, j'espère que vous êtes au courant à Francfort, à la Banque centrale, l'indice EONIA a disparu. Et c'est lui qui est la cause. C'est un indice qui est calculé sur une unité de compte au quotidien et qui est devenu, à partir de la crise 2008, en dessous de 1% des frais d'un contrat chaque année. Et 2015, il est passé au négatif, totalement. Et les contrats, donc, voilà, sont ingérables. Et on n'est pas capable en France de donner ce droit. Bruxelles, que j'ai eu aussi en 2013, ont bien dit, ça c'est un problème 100% français. Voilà. Et ça date. Hein.
Ça date ce problème et ça enlève la confiance. Monsieur Gérard Beckerman s'est aussi très mal pris face à Robert Ophel. Tout à l'heure, vous parliez de l'AMF. Monsieur, à l'AMF, il faut savoir, donc on a Robert Ophel qui est à la tête, mais en 2014, qui était à la CPR? C'était bien monsieur Robert Ophel. Et il disait, monsieur Beckerman, tu n'auras jamais ce droit. Mais ils ne veulent pas regarder. C'est ça le problème dans ce pays. Oui, Jean-Paul Raymond va peut-être répondre. C'est vrai que la problématique de la transférabilité des contrats d'assurance vie, c'est une exception en fait dans le paysage des produits financiers. C'est le seul produit pour lequel vous êtes captif avec votre assureur. Ça remonte pas à maintenant. C'est un serpent de mer. C'est ça exactement. Ça fait plus de 20 ans qu'on parle de la transférabilité. Alors, il n'y avait pas vraiment de questions dans l'intervention, mais je voulais juste prendre deux points dans ce que vous avez dit. La première chose, c'est qu'effectivement, la transférabilité des contrats d'assurance vie, c'est un serpent de mer. Il y a probablement des intérêts qui sont énormes derrière. Et effectivement, à un moment, on a pu penser que ce serait un amendement de la loi Pacte. Et effectivement, ça n'a pas été le cas. Ça, c'est le premier point. Par contre, et je le dis parce qu'il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont, on peut ouvrir plusieurs contrats d'assurance vie. Donc aujourd'hui, la vérité, c'est que le PEA est transférable parce qu'on ne peut en ouvrir qu'un. Le PEA est transférable parce qu'on peut en ouvrir qu'un, alors que des contrats d'assurance vie, vous pouvez en ouvrir 10 si ça vous chante. Et vous pouvez même retirer complètement l'argent. Effectivement, vous perdrez le bénéfice fiscal, mais ce bénéfice, aujourd'hui, on a vu qu'il était plus si important que ça. Donc, rien ne vous empêche demain d'ouvrir un contrat chez investisseur privé et vous serez très bien servi. Ça, c'est un premier point. Deuxième point. La seule limite étant, Jean-Paul Raymond, je vous interromps, la seule limite étant qu'effectivement, si on a moins de 70 ans sur le premier contrat et qu'on a passé 70 ans, on a perdu une grosse partie sur la partie de transmission. Tout à fait. C'est une contrainte importante, effectivement, dans ce cadre précis. Deuxième point. La fin du support en euros et du rendement du support en euros. Aujourd'hui, tout le monde sait pertinemment que le support en euros va avoir un rendement qui va être de moins en moins important. Aujourd'hui, on est environ à 1,7%. Demain, on sera probablement à 1%. Donc voilà, ça veut dire une chose, ça veut dire que c'est la fin du rendement sans risque, je le disais tout à l'heure. Il y a un échec industriel retentissant qui s'appelle le fonds Eurocroissance. Le mécanisme fait sur le fonds Eurocroissance, qui est le deuxième point que je voulais évoquer par rapport à votre intervention, était tellement complexe, était tellement illisible que ça a été un échec total. Le gouvernement et la loi Pacte a pour objectif de relancer le fonds Eurocroissance, qui n'est rien d'autre qu'un fonds dans lequel il y a beaucoup plus d'actions, beaucoup plus de produits risqués, mais sur des horizons de détention suffisamment longs pour que ce risque soit maîtrisé. Parce qu'une des règles en finance, une des règles de base, je dirais, c'est que plus on a un horizon temporel long, plus on peut aller sur les actifs risqués, parce que effectivement, ils peuvent baisser, mais ils ont le temps de remonter derrière. Donc, aujourd'hui, on peut quand même faire des migrations de contrats, on peut en ouvrir plusieurs. Et je pense que l'eurocroissance va jouer son rôle parce que l'autre alternative, et nous on le voit avec pas mal, c'est d'aller sur des produits de type immobilier. Moi j'estime qu'il y a une bulle immobilière qui s'est créée autour des OPCI. Il y a des assureurs qui ont mis énormément en avant les OPCI dans leurs contrats, justement pour dynamiser un peu la partie entre guillemets sans risque du contrat. Et ça a créé des masses d'argent, des afflux d'argent très importants, plusieurs milliards, sur des biens immobiliers, et ça a saturé le marché, et à tel point que ces OPCI ont dû s'exporter, en particulier en Allemagne, pour trouver des biens à des prix encore raisonnables. Voilà, donc je pense que l'eurocroissance, enfin j'espère en tout cas, va prendre le relais, mais dans une forme qui ne soit pas du tout aussi lisible et aussi incompréhensible que dans sa première version. Moi, je vais rajouter donc un point à votre réponse, c'est important. Et après, on prendra des questions. Voilà. Parce que il y a une chose que vous n'avez pas compris, monsieur, vous savez, c'est Merci. Quand vous me répondez, à moi et à d'autres épargnants en France, des millions, on va dire, que vous pouvez aller ouvrir un autre contrat. Mais M. Beckerman, en 2011, il a bien dit à Sarkozy, à un moment donné, le mot de la question de la confiance. Quand on a fait un parcours fiscal et qu'on n'a pas touché à nos fonds pour participer à l'économie et toutes ces choses, si demain on nous casse nos fiscalités, moi je suis sur une fiscalité qui est de pas de 7,5 au-delà de 8 ans, je suis sur un vieux contrat. Donc ça veut dire que le mot confiance n'existe pas.
Demain, il y aura un autre accident, comme vous venez de dire pour les questions immobilières, et après-demain encore un autre. Et on nous dira, bah, clôturer, mais on clôture dans des conditions qui sont lamentables, ces vieux contrats. Donc, à un moment donné, le mot confiance, vous avez besoin de l'apprendre, on va dire. Merci. Voilà, il y a un monsieur qui est au 3e rang. Un monsieur là-bas. Oui, bonjour. Donc, vous avez parlé de microbic et de microfoncier. Le microfoncier, par exemple, c'est quelque chose qui n'a pas évolué depuis de nombreuses années. Est-ce que c'est une volonté délibérée du gouvernement de ne pas le réévaluer, je dirais, en fonction, parce que maintenant, ça ne représente plus grand-chose. Alors, le micro-BIC, c'est 50%, donc ça peut avoir une incidence. Mais, par exemple, le microfoncier, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui a des chances d'être réévalué ? Vous n'êtes pas concerné pour le coup par le On microfoncier. n'est ni concerné et je ne fais pas partie du gouvernement. Donc je vais avoir du mal à vous répondre parce que ce qui se passe effectivement chez nos gouvernants, mais je n'ai absolument eu aucun vent. Je n'ai pas du tout eu vent de modifications spécifiques. À ma gauche, on dit que vous pouvez postuler, il y a des places à prendre. Merci, monsieur. Mais il suffit de traverser la rue. Hein. Monsieur, au fond, à droite. Voilà, merci de prendre ma question. Ça concerne les dons. Alors, effectivement, vous avez montré dans le tableau sur l'IRPP les dons à des associations reconnues d'utilité publique. Jusqu'à 500 et quelques, on retire 75%. Ensuite, vous avez noté, au-delà, on retire 60%. Il me semble que jusqu'à maintenant, c'était 66. Oui, bah pardon, c'est une coquille, c'est bien 66, vous avez tout à fait raison. Et le chiffre reste bien 66 alors. Ça reste 66, je suis désolé, c'est une coquille, je laissais passer. Non, mais je pensais que ça avait changé, vous savez, tout change. Non, ça n'a pas changé, non. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, une dame plutôt vers le fond. Oui, je voulais savoir, quand on est à la limite du statut de loueur en meublé professionnel ou non professionnel, a-t-on intérêt à choisir plutôt le régime loueur en meublé professionnel? Et sinon, corollaire, ce régime a des avantages, mais a-t-il également des inconvénients? Plus particulièrement, bon, je sais qu'il y a des contraintes comptables, etc., enfin un peu plus fortes que pour le LMNP, mais bon, voilà. Le sens de ma question, merci. A-t-on intérêt à passer loueur en meublé professionnel quand on a la possibilité? Qu'est-ce qui différencie un professionnel d'un non-professionnel? À part, on l'a vu, la plus-value. On est soumis aux plus-values professionnelles quand on est loueur en meublé professionnel, mais avec cette exonération au terme de 5 ans d'activité, qui permet d'avoir aucune taxation sur la plus-value. Encore faut-il en faire, hein. On n'achète pas ce type de bien non plus pour faire de la plus-value, c'est pas l'objet, un peu comme de la SCPI, on l'achète pour le rendement plus que pour la plus-value. Donc quand on doit rechercher une garantie du capital investi plus qu'une plus-value. Ce qui différencie le professionnel du non-professionnel, c'est qu'un professionnel peut passer son déficit qui sera créé par d'autres charges que l'amortissement sur son revenu global. Donc qui pourrait permettre de défiscaliser, donc de réduire sa base taxable à l'impôt sur le revenu. Encore faut-il pouvoir effectivement avoir un déficit. Donc dans les années antérieures, quand il était plus facile d'obtenir ce statut-là, on créait artificiellement, j'ai envie de dire, des frais sur l'acquisition, où on mettait des frais d'ingénierie, des frais de commercialisation qu'on sortait, qui permettaient d'avoir de lourdes charges à déduire, notamment la première année, et d'avoir une économie d'impôt. En règle générale, quand on est à la limite, c'est qu'on a déjà fait des investissements et donc on n'a pas beaucoup de charges particulières en fait à déduire. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question. Le gros intérêt, c'est plutôt d'avoir un statut social, puisque ce qui aussi particularise le loueur en meublé professionnel, c'est d'être soumis au RSI. Donc ça a des avantages et des contraintes, c'est payant, mais c'est payant sur le bénéfice, donc c'est à peu près 45% de taxation sur le bénéfice, encore faut-il en faire également, c'est au RSI, sinon on a un régime forfaitaire quand on est déficitaire pour quelques centaines d'euros.
Et par contre, ça peut permettre à des gens qui ne sont pas encore à la retraite d'avoir un statut social, de pouvoir dire je suis loueur en meublé professionnel plutôt que je suis rentier sans couverture médicale, sans etc. Je crois qu'il y a au moins une question, peut-être deux questions en haut, et après on s'arrêtera parce que nous arrivons au terme de cette séquence. Donc, oui. Merci. En matière de revenus fonciers là, sur l'année blanche, je voulais voir l'incidence des travaux déductibles, parce que c'était assez complexe en fonction de la situation du niveau de foncier. Un cas particulier, quelqu'un qui n'a jamais investi, qui a investi en 2018, qui n'a pas encore loué, qui donne un mandat de location, qui a fait les travaux en octobre-novembre. Bon, il va pouvoir déduire les travaux 2018, il ne pourra pas les déduire puisque le revenu foncier sera déficitaire totalement. Quid, est-ce qu'on peut envisager d'avoir la déduction des travaux plus le bonus des 50%, d'avoir une optimisation maximum sans avoir aucun résultat, aucun loyer en 2018 ? Le sujet que vous abordez est très technique. C'est assez compliqué en fait à expliquer. Il y a des contraintes pour cela. Il faut avoir des revenus fonciers ou des déficits fonciers qui sont exceptionnels par rapport aux années antérieures. Donc quelqu'un qui serait pour la première fois taxé aux revenus fonciers pourrait y accéder, mais également si le déficit imputable représente 2 fois le déficit maximum autorisé de 10 700 €, etc. Donc attention, il y a beaucoup de spécificités en fait dans ce mécanisme qui permet effectivement pour les revenus exceptionnels sur l'année 2018 d'avoir un avantage fiscal qui est effectivement assez intéressant. Je ne sais pas s'il faut le détailler aujourd'hui ici déjà parce que si vous n'avez pas fait vos investissements, ça veut dire qu'il faut aussi le faire et dépenser ces travaux-là avant le 31 décembre. Ça commence à être un peu juste et limite dans le temps. Et je dois vous avouer que c'est très compliqué à expliquer. Ça aurait pu faire l'objet d'un atelier, mais je suis désolé, ce n'est pas le sujet ici. Il y a une conférence, je ne sais plus à quelle heure, à 15h30 je crois, sur l'immobilier. Donc n'hésitez pas à aller reposer cette question-là ou sinon à aller poser la question même à l'ensemble de nos partenaires. Une dernière question en haut et après nous clôturerons cette séquence. Oui, bonjour. Moi, ma question concerne l'investissement en nue propriété via Pearl ou autre. Et ce que je voulais savoir, c'est est-ce que lorsqu'on achète un bien en nue propriété, on peut déduire les intérêts d'emprunt sur ses autres revenus fonciers par ailleurs? La réponse est oui. Voilà. Et c'est oui, excusez-moi, je continue 2 petites secondes. C'est oui parce qu'il y a un vide juridique ou c'est oui parce que c'est clair, net et précis quelque part? C'est oui parce que c'est clair, net et précis. C'est une règle fiscale. Vous pouvez déduire les intérêts d'emprunt comme les travaux de l'article 606 également en tant que nu propriétaire. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci aux intervenants pour ce premier débat. Merci à vous d'avoir été aussi attentifs et aussi réactifs. Et puis bon salon. Et à titre personnel, je vous retrouve ce soir à 17h30.